Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous parler de mobilité et notamment la grande question, comment réduire les trajets domicile-travail avant la contraction de l'offre de pétrole. Parce qu'on a une triple crise finalement en ce moment. Vous avez certainement parlé du climat ce matin, mais il y en a deux autres en fait. Il y a la crise aussi énergétique et notamment les jeunes. Écoutez bien, ouvrez grand les oreilles. Est-ce que je peux tous vous voir là, attentivement? Les jeunes, coucou. Avant 2030, on va avoir une contraction de pétrole de l'ordre de moins 10 à moins 20% en Europe. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit et le Schiff Project qui a fait des études très poussées. Et donc, c'est hyper important de retravailler la mobilité puisqu'aujourd'hui, 90% de nos trajets dépendent du pétrole. Donc, si on en a moins 10, moins 20% en moins avant 2030, ça pose vraiment la question de comment est-ce qu'on fait. Donc, la question, c'est comment réduire les trajets avant cette contraction. Moi, ça fait 14 ans que je suis dans la mobilité durable, d'abord au ministère de l'écologie, puis j'ai eu la chance incroyable d'être la toute première employée, toute première collaboratrice des fondateurs de Blablacar à l'époque où ça s'appelait covoiturage.fr. Et j'ai travaillé pendant 11 ans à la direction de la communication de Blablacar, donc on a fait le rebranding, désolé, je ne trouve pas de nom en français. Et en 2020, j'ai décidé de lancer ma société qui s'appelle 1 km à pied, on en parlera peut-être un peu après. Hop. Ce qui m'a donné envie de créer la boîte, c'est le changement climatique. En 2018, je me suis plongée dans le rapport 2018 donc du GIEC. Levez la main ceux qui pensent être capables de dire en gros en une phrase ou deux ce qu'il y avait dans ce rapport du GIEC, des ordres de grandeur, des chiffres. Est-ce que vous savez, genre dans un... Non, mais vraiment juste en résumé, quoi. Si vous dites, bah oui, le GIEC, il a dit ça, on en est là. Non? Eh bien, allez, ça tombe bien, je suis là, vous allez pouvoir briller en société, dire, enfin, vous allez savoir ce qu'a dit le GIEC. Le GIEC, il a dit que nous sommes sur la courbe rouge. Du fait qu'on émette de plus en plus d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre, eh bien, nous augmentons la température sur Terre. Donc, c'est la courbe rouge qui s'appelle business as usual. Et nous, notre génération, on a un rendez-vous avec l'histoire. C'est que le GIEC dit, donc tous ces scientifiques du monde entier qui mettent en relation leurs études, dit que nous allons atteindre 1,5 degré de trop autour de 2030 et qu'il faut absolument stabiliser cette hausse des températures pour stabiliser 1,5 degré de trop d'ici la fin du siècle. Donc le chiffre à retenir, c'est 1,5 degré de trop. Et on pourrait se dire, mais c'est rien 1,5 degré ce matin, il faisait bien moins que ça. Enfin, il y a des hausses de température, des baisses de température. C'est plus comme une fièvre, en fait. C'est comme si vous aviez 38,5 tout le temps, puis 39 tout le temps, puis 40 tout le temps. La Terre n'est pas prévue pour ça, en fait. Et donc, l'appel du GIEC, en 2018, c'était « il faut qu'on réduise nos émissions de CO2 de 45%, donc autant dire de moitié, avant 2030 pour stabiliser le réchauffement climatique à seulement plus 1,5 degré, pour ne pas aller vers 7 et quelques. On a déjà eu des températures pas possibles alors qu'on n'est que en ce moment à 1,1 degré de trop. Quand on sera à plus 2 degrés de trop, si on n'arrive pas à réduire de moitié comme l'a demandé le GIEC, on pourrait avoir des températures comme ça en France. Et vous imaginez les températures autour de l'équateur. Certains pays sont déjà annoncés comme invivables, ayant des canicules létales 360 jours sur 365. Donc vous imaginez les migrations. Et voilà en gros ce que peut faire quelques degrés sur le climat. Vous voyez, imaginons la timeline. Il y a 14 000 ans, c'était le dernier âge de glace. Au milieu, c'était 1850, le début de l'ère industrielle. Ça ne se réchauffait que de 5 degrés entre l'âge de glace et 1850. Et là, on est déjà à 1,5, à 1,1 et bientôt 1,5. Et donc, d'après les prévisions, on va se prendre 6 degrés en 80 ans, alors que les cycles naturels, c'est plutôt 5 degrés en 14 000 ans. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'urgence climatique. Voilà, maintenant, vous savez ce qu'a dit le GIEC. Alors, maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on gère cette triple crise climatique, économique et énergétique? Qu'est-ce qu'on fait? Voici où est le CO2 en France. Le plus gros bloc, c'est le bloc bleu, c'est les transports. Et à droite, on voit que quand on creuse à l'intérieur des transports, qu'est-ce qui émet le plus dans le secteur des transports? C'est la voiture particulière. Et je vous pose la question, à votre avis, avec les voitures particulières, quel est le trajet qu'on fait le plus souvent et qui structure tous les autres? C'est le trajet domicile-travail ou domicile-études, justement.
Donc ça, c'était à l'échelle d'un pays, c'est la voiture qui émet le plus, mais aussi à l'échelle individuelle. Levez la main ceux qui ont déjà mesuré leur empreinte carbone, fait leur propre bilan carbone sur un de ces nombreux sites qui permet de mesurer. Oui, il y a 2 personnes. Allez, 3, 4. Ah, allez voir les étudiants. Mais même les étudiants, est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous connaissez votre empreinte carbone? Bon. En moyenne, faut vraiment, on est en 2022, hein, il faut vraiment que vous connaissiez votre empreinte carbone parce que pour agir, il faut connaître. Donc, ce qui pèse le plus dans l'empreinte carbone d'un Français, qui pèse en moyenne 10 tonnes, c'est facile, 10 tonnes, eh bien, c'est la voiture. Et sachant que le GIEC, ce qu'il dit, c'est que pour réussir la baisse drastique de moitié des émissions de CO2, vous vous rappelez, il demande de baisser de 45%, eh bien, il faut que chaque humain sur Terre pèse combien de tonnes de CO2 par an? 2. L'autre chiffre à retenir. Donc maintenant, on va voir vite fait dans la mobilité comment est-ce qu'on peut passer à 2 tonnes. Voilà le problème des trajets domicile-travail. C'est qu'il y a un tiers des gens qui font un trajet court, vous voyez, de 0 à 5 km. Donc ça, on pourrait se dire, c'est formidable, c'est des trajets qu'on pourrait faire à vélo. Et c'est vrai que tous ceux qui sont dans cette catégorie, alors il n'y a pas forcément de piste cyclable tout de suite, vous pouvez regarder sur GeoVélo s'il n'y a pas des alternatives, mais c'est les trajets courts. Ensuite, il y a les trajets de 5 à 10, pour les sportifs aussi, peut-être faisable. Et il y a surtout les trajets de plus de 10 km. Ça, c'est en nombre de trajets. C'est en effectif, 35% des trajets. Maintenant, on va regarder une autre vision. C'est les mêmes trajets, mais on décompose en kilomètres. On va regarder le nombre de kilomètres qui sont faits ici et le nombre de kilomètres qui sont faits là. Boum. Les trajets courts ne pèsent que 5% des kilomètres voyageurs, alors que les trajets longs de plus de 10 km cumulent plus de 85% des trajets, des kilomètres domicile-travail. Donc si on veut avoir un impact sur la réduction de l'usage de la voiture, en fait, on travaille trop loin. Je vais vous montrer quelque chose. Le trajet moyen fait par les Français, c'est 3 km à vélo, le trajet moyen à vélo, alors que le trajet moyen domicile-travail, c'est 13,3. Et donc, on voit bien qu'il y a un écart là-dedans. Le 3 km, c'est aussi un autre chiffre à retenir, c'est la distance moyenne des trajets domicile-travail il y a 60 ans. Dans les années 60, le trajet domicile-travail, c'était 3 km. Aujourd'hui, c'est 13. On s'est habitué à travailler de plus en plus loin. Et donc, la solution ne serait-ce pas de travailler moins loin? Hop, allez, je passe le petit problème à résoudre. Comment est-ce qu'on va réduire les distances? J'accélère, je ne sais plus combien de temps il me reste, mais... donc j'ai monté une société en me disant ok, Blablacar, les gens travaillent loin, on les incite, on les aide à faire du covoiturage, c'est un premier levier, c'est bien. Mais quand j'ai réalisé qu'en fait le problème de fond, c'est pas tellement qu'ils soient seuls en voiture, mais c'est qu'ils viennent de si loin, pourquoi est-ce que vous travaillez à 35, 40, 50 km de votre domicile? Eh bien, je me suis dit, il faut aider les employeurs à analyser les trajets. Donc, on fait du diagnostic de trajet sur la base du fichier du personnel. On fait le plan de mobilité employeur, donc on vient venir chiffrer combien de salariés pourraient se mettre au vélo, au transport en commun, on en parlera après, combien ont une ligne de transport mais ne les prennent pas. Et enfin, dernière étape, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas finalement réaffecter les salariés de manière plus optimale, parce que la moitié des employés français travaillent pour des employeurs multisites, qui ont plein de sites sur le territoire. Donc, par exemple, j'ai parmi mes clients Lidl, Point P, Bleu Libellule, Sodexo, etc. Toutes les collectivités sont multisites, toutes les crèches, les écoles, etc., les collèges, lycées. Et donc, voilà nos clients. Voilà ce qu'on a découvert en 2 ans et quelques d'activité. C'est complètement fou. 62% des salariés de nos clients, donc des clients des salariés donc de Lidl, de Point P, de Sodexo, de l'Oxam aussi, de IDEX, enfin voilà, 50 clients, eh bien 62% pourraient faire exactement le même job, mais plus près de chez eux. Donc, agent polyvalent chez Lidl, il fait un trajet de 22 km, on va dire, muté sur un Lidl plus près. Et du coup, même paye, mais moins de coûts. Moins de coûts de trajet et meilleure qualité de vie. Donc on pourrait passer d'une situation fatigante et émissive de CO2 à une situation bien meilleure pour tout le monde. Là, je ne peux pas mettre la vidéo parce que c'est un PDF, mais à gauche, en gros, c'est une animation où on voit tous les trajets. Bon, c'est en Île-de-France parce que c'est là qu'on a le plus de concentration de trajets. Et on voit que les trajets sont longs à gauche, alors qu'à droite, une fois qu'ils auront été réaffectés, les trajets se terminent beaucoup plus vite, sont beaucoup plus courts. Sur le côté micro, qu'est-ce que ça apporte à un salarié d'être réaffecté?
c'est plutôt que du bonheur. Hein. Du coup, nos clients, j'allais dire nos clientes, qui sont souvent RH, quand elles appellent un salarié pour dire j'ai remarqué qu'on pourrait te réaffecter sur tel magasin, c'est que de la joie. Donc on voit là, c'est 10 km gagnés matin et soir, quasiment 300 litres de carburant économisé, beaucoup d'euros, surtout au prix de l'essence qui augmente, et puis 1,5 tonne de CO2 économisé, c'est énorme. Quand vous vous rappelez, on est à peu près à 10 tonnes, il faut passer à 2, donc les tonnes de CO2, il faut trouver où les économiser. En gros, c'est la viande, plus d'avions, moins de voitures, moins de gadgets d'achat, moins de fringues. Et donc, du coup, 1,5 tonne économisée, c'est beaucoup. Et l'impact macro, là j'ai pris l'exemple de l'Oxam parce que les chiffres sont assez ronds. En fait, ils sont 1000 salariés en Ile-de-France. Sur 1000 salariés en Ile-de-France, l'Oxam, vous savez, c'est les agences de location de matériel. Voilà. Il y en a 740 qui ont un Oxam plus près de chez eux, mais pas forcément un poste égal, c'est pas forcément les mêmes machines. Mais parmi eux, il y en a 250 qui ont exactement le même poste à poste égal, même machine sur le Oxam plus près de chez eux. Et là, on regarde les gains qu'ils pourraient faire en étant mutés sur un Oxam plus près de chez eux. Donc la manière dont ça se lit, c'est qu'il y en a 69 qui pourraient gagner 5 à 10 km matin et soir. Il y en a 5 qui pourraient même économiser 50 à 60 km matin et soir. En médiane, c'est 11 km de gagné matin et soir, donc 22 km économisés sur un jour. C'est énorme en termes d'économie. Et puis, du coup, de la qualité de vie aussi, 17 minutes, 0,7 tonnes. Et en termes de mobilité durable, tout à l'heure, je vous parlais du vélo qui était pour les petites distances. Regardez, les 250, avant qu'on les réaffecte, il n'y en avait que 19 qui étaient à moins de 6 km. Donc, il n'y en avait que 19 qui pouvaient faire un trajet à vélo de moins d'une demi-heure, en gros, 25 minutes. Post-réaffectation, une fois qu'ils seront sur le Loxam plus près de chez eux, ils seront 153 à être à distance potentiellement cyclable s'il y a de la piste, etc. En gros, c'est la même chose. Et en national, parce que là, ce qu'on fait pour quelques employeurs, parce que j'en suis qu'au début de l'aventure, quel est le potentiel de ça en France? Donc 45% des actifs travaillent pour des employeurs multisites. Donc vous reconnaissez des logos, c'est en général des employeurs assez connus. Et donc il y a aussi les collectivités et les services publics. Et peu d'actifs, parce qu'on pourrait se dire oui, mais de toute façon, ça ne sert à rien de s'embêter avec ça. Les gens vont faire de plus en plus de télétravail. Et c'est vrai, mais le télétravail, c'est qu'un quart des actifs. Et c'est dans ce quart d'actifs que le télétravail a boomé. Était assez rare avant, genre 1-2 jours par mois, en demandant, avec une bonne excuse, du genre parce que j'ai un plombier qui doit passer, à maintenant 2-3 jours par semaine sans problème. Mais c'est toujours au sein de ces gens qui ont un métier éligible au télétravail. Les autres, 74% des actifs français, sont plutôt des employés de terrain qui ne feront jamais de télétravail dû à l'activité à leur métier. Et donc, ceux-là sont contraints de faire leur trajet domicile-travail tous les jours. Donc voilà, typiquement le genre de métier contraint de faire leur trajet tous les jours. Et il y a beaucoup de métiers qui sont justement dans des employeurs multisites. Au niveau national, on pourrait économiser 2 milliards de litres de carburant par an et 3 milliards et quelques d'euros par an en réaffectant les employés plus près de chez eux et en faisant notamment des heureux. Merci.